Trois acolytes. En fait, petit rappel, aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a plus de 2000 jeux qui sortent par jour dans le monde. Toutes plateformes confondues, et c'est plus que 2000. 2000, c'est une estimation, et évidemment, on compte dedans les Flappy Bird, les Candy Crush-like, etc. Donc, on a pensé bon, avec Be My App et Intel, de parler aujourd'hui de la saturation de ce marché des jeux vidéo indépendants et comment on va faire finalement pour réussir à survivre à cette indie-pocalypse programmée qui a beaucoup buzzé outre-Atlantique. Et donc, pour vous parler de ce sujet, on va vous présenter rapidement, on va se présenter tous les quatre. Et donc, Claire Léger est présidente de l'association FRAG. Grégory Champoux est développeur indépendant, fondateur à Littlefield Studio, excuse-moi. Et Malik Amish est fondateur de The Guild, entrepreneur et investisseur dans le jeu vidéo. Moi, je m'occupe pour ma part, je suis un ancien d'Ubisoft et je suis fondateur de Big Indie Games, donc un petit service qui permet de connecter les youtubeurs aux développeurs. Alors Claire, honneur aux femmes, est-ce que tu peux nous parler rapidement, on fait une petite présentation ou vous voulez direct lancer le débat ? Petite presse ? Allez, petite presse. Alors Claire, présente-nous rapidement FRAG et après je pense que tu reviendras dessus. Donc bonjour, je suis présidente de l'association FRAG qu'on a créée il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant avec différents travailleurs freelance du jeu vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui rassemblent les sociétés, mais il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de structures qui rassemblent les freelances qui sont souvent un peu isolés tout seuls dans leur coin. Donc voilà, je vous invite à visiter notre site internet sur frag.org, frag avec 2F, 2FRAG.org. Voilà. Et après, indépendamment, je suis aussi sur ce panel parce que je suis producteur indépendant et donc j'accompagne des studios depuis plus de 3 ans maintenant en tant qu'indépendant sur la gestion de projet, la gestion de production et l'édition de leurs jeux, notamment en les aidant à trouver des partenaires adéquats pour faire en sorte que leurs jeux sortent du lot, qui est l'un des sujets principaux de cette discussion. Bonjour. Alors pour ma part, je m'appelle Grégory Champoux. Je viens de fonder un studio qui s'appelle Littlefield Studio, où on développe un jeu de réflexion sur iPad qui s'appelle Machinica Museum. C'est un jeu de réflexion 3D dans la veine de The Room, si ça vous parle. Donc un jeu de réflexion avec un gros contenu graphique. Il n'y en a pas beaucoup sur iPad. Et moi, c'est le genre de jeu qui m'intéresse. Je viens du monde PC, je travaille dans le secteur depuis 10 ans. Je suis passé chez Ubisoft, je suis passé chez Nevrax, je suis passé chez pas mal de monde. Et après avoir vu ces 2 dernières années comment la scène indie était en train de se casser la gueule, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de me lancer dedans, globalement. Donc voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Malik. Je suis entrepreneur, investisseur et surtout le fondateur de The Guild. On est une structure qui accompagne tous les développeurs qui veulent devenir entrepreneurs, qui vont oser faire ce pas. Et donc on les accompagne pour maximiser les chances de réussite, tout simplement. Ok, super. Et donc moi, Geoffrey Cambefort, donc là j'ai quitté Ubisoft en juillet. Je faisais de la production de jeux vidéo, donc avant j'étais chez Anomaly Interactive, c'était plutôt du mobile, du PC, du web, même un peu de console avec Garfield. Et après chez Ubisoft, donc je me suis lancé sur de la production côté prod, et c'est là vraiment je me suis rendu compte des peines que les développeurs ont. Le temps qu'on passe à développer, à débugger, enfin, c'est hyper difficile. Et en fait, on n'a pas le temps de s'occuper de la promotion. Et donc, ce que j'ai décidé, là, c'est avec un associé qui est plutôt un vrai développeur, de lancer un service qui connecte les youtubeurs aux développeurs. Donc les youtubeurs, pas forcément PewDiePie ou Cyprien, mais plutôt des jeunes qui démarrent et qui ont envie de devenir des stars du web, avec des développeurs indépendants qui, eux, ont besoin de visibilité et qui n'ont pas les moyens en fait, de réussir à accrocher PewDiePie, etc. Donc voilà, ça s'appelle Big Indie Games et c'est lancé le 1er décembre. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est présenté et qu'on se connaît un peu mieux, on va parler donc, de la chaîne de valeur du jeu vidéo. Un petit rappel, on a tous des idées, mais après il faut faire un proto pour justement mettre en avant une innovation ou pour aller chercher du financement. Ensuite, il faut lancer la prod, et là la prod, c'est ce qui est le plus chiant parce qu'au final, il faut être capable de distribuer son produit, donc faire un exécutable, faire un app, un APK, etc., etc. Donc ça, c'est assez difficile parce qu'il faut se plier aux contraintes du distributeur. Et une fois qu'on est distribué, il faut faire tout ce qui est marketing, donc aller voir la presse,
trouver des moyens viraux en fait, de faire des fonctionnalités virales dans notre jeu pour que les gens parlent le plus possible de notre jeu. Et enfin, une fois que le jeu il a été lancé, que tout le monde en parle, bah c'est là qu'on se prend des claques parce que le jeu il est buggé et donc on n'a pas autant d'étoiles qu'on l'espérait. Et sur Steam par exemple, on a des gens qui nous disent malheureusement votre jeu il marche pas sur ma configuration et donc il faut assurer le support. Donc ça c'est la chaîne de valeur de A à Z du jeu vidéo. Après évidemment vous pourrez nous dire à la fin de ce panel, on fera des petites questions-réponses si vous avez votre avis à donner justement sur cette chaîne de valeur. Et donc, l'Indiepocalypse, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de barrières à l'entrée des développeurs de jeux vidéo dans le marché du jeu vidéo. Et donc, on peut tous développer notre jeu vidéo. Et donc, est-ce que l'Indiepocalypse, c'est un buzzword et que finalement, c'est du marketing pour vendre des clics? Ou est-ce que c'est une véritable crise du jeu vidéo? Et est-ce qu'aujourd'hui, les développeurs indépendants ont du souci à se faire? Alors, qui veut prendre la parole là-dessus? Alors, à mon niveau, l'Indiepocalypse, comme on dit, bon, le mot en soi, c'est peut-être un buzzword, mais la réalité économique du truc, bah, elle est juste évidente. Comme on le signale, bah, c'est le développement des outils, la démocratisation des plateformes de distribution, Steam, iOS, etc. en tête, qui font que bah, tout simplement, la loi des chiffres, elle est inévitable. Il y a de plus en plus de développeurs, il y a de plus en plus de jeux. Ils sont de moins en moins chers, les journalistes sont saturés d'infos de droite à gauche, etc. Et qu'au bout d'un moment, bah, la loi des chiffres, elle est comme ça, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est forcément foutu pour tout le monde, en tout cas j'espère pas pour moi, mais c'est clair que ça devient de plus en plus délicat, et il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Alors après, il y a des opportunités aussi là-dedans, comme dans toute crise, hein. J'ai deux acolytes ici à ma droite qui sont bien placés pour en parler. Il y a des choses à faire, il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Et il y a des côtés positifs qui font que bah, plus il y a de jeux, plus il y en a aussi dans le tas qui sont un peu originaux, qui sont intéressants, qui sortent du lot, et que les gros éditeurs ne peuvent pas faire, tout simplement, quoi. Mais c'est une réalité à laquelle, malheureusement, en tant que développeur, on doit se confronter, en tant que joueur et journaliste aussi. Ok. Malik, Claire, une petite réaction? C'était quoi la question? Alors donc la question c'est vraiment l'Indiepocalypse, le buzzword ou la véritable crise du jeu vidéo? Alors notre avis personnel, nous on dit que c'est que le début ça. Parce que si tu dis qu'il y a 2000 jeux qui sortent par jour, eh ben demain ça va être quoi? Là on le voit, il y a du monde aujourd'hui, dans les années à venir ça va pas être 2000, ça va être 20 000 jeux par jour. Comment on va se démerder? Donc en fait on est au début de quelque chose. C'est pas encore, comment tu dis, l'Indiepocalypse? C'est l'Independent Apocalypse, ouais, en alors, résumé. Moi je le dirais pas maintenant, je dirais dans 3-4 ans. Là, on en est qu'au début. Là. Ok, merci. Et Claire, alors? Donc, en fait, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, il y a énormément d'outils qui permettent à tout un chacun d'appréhender des jeux vidéo, soit dans des phases de prototype, et même si on prend un exemple comme Unity, même pour quelqu'un qui n'est pas vraiment développeur, il peut commencer à bidouiller des petites choses dans son coin. Ça en fera pas forcément un jeu commercial, mais c'est déjà un jeu, malgré tout. Donc d'un côté il y a cette tendance qui démocratise le jeu vidéo et le développement de jeux vidéo, ce qui est extraordinaire. De l'autre côté il y a une espèce de tendance aussi qui fait que tout le monde a envie de faire des jeux. Et le troisième chose c'est que aussi il y a des jeux qui sortent qui ramènent énormément d'argent. Je peux parler de King, Candy Crush, tout le monde connaît ce jeu-là. Il y en a d'autres hein, aussi qui ramènent énormément d'argent. Clash of Clans, c'est plus de 1,5 million d'euros par jour générés en chiffre d'affaires. Donc il y a des gens aussi qui s'intéressent aux jeux vidéo à cause de l'argent que ça peut générer. Maintenant, d'un côté, il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde pour faire de l'argent pour tout le monde. Donc il faut vraiment bien se positionner par rapport à ce qu'on a envie de faire. Faire un jeu pour faire un jeu ou faire un jeu pour gagner de l'argent. Ok. Bah justement, ça en revenait un peu à une autre question que je me posais. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait des jeux vidéo? Est-ce qu'on veut faire un jeu vidéo pour devenir millionnaire et revendre sa boîte? On en parlait tout à l'heure en coulisses. Est-ce que c'est au contraire plutôt un mode d'expression artistique et on va souhaiter par exemple être exposé dans un musée? Donc je pense que pour ma part il faut vraiment que le développeur d'applications mobiles ou de jeux vidéo PC, console soit capable de bien identifier quel va être le voyage, parce que ça va être hyper long comme on disait tout à l'heure, mais surtout
pourquoi est-ce qu'il fait son jeu? Est-ce que l'objectif, c'est de se faire plaisir? Est-ce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent? Et là, après, c'est personnel, c'est chacun a sa vision de pourquoi on développe un jeu vidéo. Je pense que, comme le disait Claire à l'instant, là, il y a énormément de monde et la majorité des développeurs sont des gens qui ont accès à des outils, qui ont une idée, bonne, pas bonne, peu importe, qui font ça juste pour le fun. Des gens qui se sont dit tiens, je vais faire un jeu vidéo, je m'y connais un peu en code, je m'y connais un peu en graphe, ou je n'y connais rien mais j'ai des potes qui connaissent, etc. Et la grande majorité, si on regarde les listings des jeux sur Steam, sur l'App Store, etc., c'est pas forcément très original, c'est pas des jeux qui sont à vocation commerciale. Voilà, ça c'est une part du lot. Après, il y a effectivement des gens qui font ça de manière, on va dire, un petit peu plus intéressée, mais il n'y a pas de mal à ça, qui font ça parce que c'est un métier, parce qu'il faut bien gagner sa vie, etc. Après, qu'ils s'y prennent bien ou pas, ça c'est une autre question, mais ça c'est une partie qui, à mon sens en tout cas, arrête-moi si t'es pas d'accord, est quand même minoritaire en termes de chiffres. Sur la part des jeux qui sortent, ceux qui ont une vocation commerciale sérieuse, elle est minime. Elle est minime. Oui, tout à fait. Ouais. Après, ceux qui marchent, c'est vraiment ceux qui récupèrent vraiment le pactole. Mais bon, pour tous les Rovio, pour les Kings, etc., il y en a 3000 derrière qui se bananent à longueur de journée, quoi. J'espère que j'en fais pas partie, touchant du bois. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, si on veut faire de l'argent, il faut essayer de s'y prendre quand même un petit peu sérieusement. Après, on peut dire, tiens, je vais faire un truc original et avec un peu de chance, ce sera le nouveau Flappy Bird, etc. C'est possible, mais c'est 1 sur 1000, c'est 1 sur 5000, voilà. Donc après, la vocation, c'est une chose, le résultat, c'est encore un petit peu autre chose, quoi. Alors justement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai vu dans ta vidéo, Malik, justement, que tu parles des futurs millionnaires du jeu vidéo et tu prends comme exemple Notch, par exemple. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, justement, de ce sujet? Ouais, oui. Nous, notre idée, c'est que là, ici, il y a 90% de développeurs. Nous, on estime que... Pourquoi vous faites des jeux, pour répondre avant ça, c'est tout simplement parce que vous êtes des artistes. Vous avez tout simplement envie de sortir de votre tête et de le transformer en jeu vidéo. Et donc, la concurrence, elle ne stoppe pas là. Donc, vous allez continuer, même si vous n'allez pas gagner d'argent, même si vous allez avoir du mal à être premier sur l'App Store, vous allez continuer. En calculant tous les gens qui vont venir, on va continuer. Donc là, pour nous, la réponse, c'est pourquoi vous faites des jeux? Parce que vous êtes des artistes et que vous avez tout simplement envie de faire des jeux. Ensuite, vous allez passer ce pas. Est-ce que j'ai envie d'en vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre de cette passion? Est-ce que je veux gagner ma vie avec? Donc vous avez le choix que tout le monde fait, qui est là depuis des années, qui est, bon bah, je vais à l'école, j'apprends un boulot, j'ai un diplôme, et puis je vais travailler chez un éditeur ou un studio. Ça, c'est la grande voie. Et puis, il y a cette petite voie, on la connaît tous, la voie de l'indépendant, où là, on a envie d'avoir une liberté artistique totale, et donc, on rentre dans cette petite voie. Donc, est-ce qu'on fait ce pas? Et ceux qui vont prendre le pas vont être confrontés à tous ces problèmes d'entrepreneurs. Le juridique, tout le monde se pose la tête, une SARL ou ça. Vous posez trop de questions, en fait, mais c'est normal. Et donc, est-ce que vous faites ce pas? Est-ce que je vais en vivre? Et à partir de ce moment-là, ouais, au-delà d'être artiste, il va falloir devenir entrepreneur. Et là, bah, on en a un là. Boum. On vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Faut voir, juste pour compléter ce qu'il dit très rapidement, c'est vrai que c'est le genre de truc auquel on n'a pas forcément envie, parce que tu dis, on a parfois une démarche un peu artistique, on fait ça parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on est joueur, parce qu'on veut faire des jeux qui existent pas, etc. Seulement la réalité matérielle, administrative, etc., elle est inévitable. Et plus tôt on s'y confronte, plus tôt on apprend ce que c'est, etc. Et plus tôt on est aidé par des gens compétents dans la question, mieux ça se passera. Se dire, je vais faire un jeu, et puis on verra comment ça se passera, si vous voulez en vivre, c'est pas forcément un bon plan. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je conseille pas ça, en tout cas, personnellement. Ils font tout ça, en fait. Ouais, je confirme. On verra comment ça se passe, et puis après, il y en a qui peaufinent. J'ai un ami dans la salle qui a fait un premier jeu, un deuxième jeu, et arrivé au troisième, il se pose la question, mais... Ah, mon modèle économique, il n'était pas bon. On va appeler une agence de pub. Il gratte petit à petit. Donc, c'est en faisant qu'à un moment, vous allez rentrer dans cette catégorie. Après, est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le jeu? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut ne pas en gagner? La réponse est oui. Ça va être très compliqué d'en gagner, ou je ne saurais même pas répondre à cette question. Bah, si tu veux gagner de l'argent, il faut être salarié à la base. Ça, c'est mon point de vue un peu cynique. Ouais, alors ça, c'est si vous voulez... non, on est salarié parce qu'on va avoir un salaire à la fin du mois, d'avoir une tranquillité financière. Ça, on fait tout ça. L'idée de créer son propre jeu, c'est une autre démarche.
Je le redis, c'est artistique. Après, en vivre, ouais, les gars, il faut devenir entrepreneur, faut créer une boîte. Et surtout, il ne faut pas se lancer seul. Il faut partir en équipe, à 3, à 4. Un mec à côté de vous qui s'y connaît en juridique, un mec qui s'y connaît en relation, autre chose. Ne partez pas. J'ai vu une équipe tout à l'heure, ils sont 3 game designers dans l'équipe. Ça ne va pas le faire. Ils vont se battre à faire leur jeu, mais comme on est au courant, il y a tout le reste. Qui va faire tout le reste? Donc, si vous voulez vraiment gagner votre vie avec le jeu, c'est possible. Il faut juste le vouloir et se lancer, et puis là, rentrer en tant qu'entrepreneur, et vous allez découvrir la vie d'un entrepreneur. Ok, merci. Et ben justement, je trouve que c'est une bonne super transition même avec le monde des freelances en fait, où justement quand on est game designer, quand on est artiste, finalement notre spécialité c'est pas d'entreprendre, c'est pas ce que tu disais le juridique, etc. Il faut vraiment qu'on soit accompagné sur ces points-là. Et Claire, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de soit ton expérience en tant que producteur freelance, ou soit même sur les initiatives que tu as eues pour justement soutenir les indépendants en France? Alors en fait, la réalité c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en travailleurs indépendants parce que ça leur permet de travailler dans le monde du jeu vidéo. C'est la première chose. Ça leur permet de vivre en faisant principalement de la prestation, ce qui n'empêche pas de faire leur propre jeu à côté. Mais du coup, c'est presque 2 activités différentes et séparées. Parce que du coup, il y a aussi un certain nombre de studios de jeux vidéo à l'heure actuelle sur des petites structures qui développent leur propre jeu et qui, pour pouvoir manger à la fin du mois, finalement font de la prestation. Ils font de la prestation pour des agences de communication qui font de la gamification. Ils font de la prestation en sous-traitance d'autres studios de jeux vidéo un peu plus importants parce qu'ils ont une spécificité sur un langage de développement ou sur des concepts artistes, éventuellement ce genre de choses. Donc ça, on va dire que c'est une première activité des travailleurs freelance indépendants. Et de l'autre côté, il y en a un certain nombre aussi qui ont leur propre activité à côté pour développer leur propre jeu, seul ou à plusieurs, avec l'émergence d'un certain nombre de collectifs, de choses comme ça, sachant que ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Je pense que tout le monde dans cette salle est assez conscient, notamment en France, de la difficulté du marché de l'emploi sur le jeu vidéo, où grosso modo, même si vous avez fait les études qui vont bien, etc., trouver un poste fixe est quelque chose d'extrêmement difficile. Du coup, prendre un statut alors soit monter sa propre structure en studio de jeux vidéo en y ayant vraiment réfléchi auparavant, soit se mettre en indépendant, permet justement de travailler dans ce secteur d'activité-là, d'acquérir de l'expérience, de se faire un réseau, quel que soit le secteur d'activité. Alors ici, vous êtes une majorité de développeurs, mais il y a aussi en indépendant énormément de game designers, level designers et artistes, que ce soit 2D, 3D, modeleurs, animateurs, etc. Ce qui fait qu'en fait, toutes ces personnes représentent vraiment un vivier de talent qui permettent de faire des jeux vidéo aussi d'une autre manière, qui ne soient pas uniquement au sein d'une structure. Ok, merci. Et moi justement, quand j'étais étudiant, je développais sous Unity comme vous. J'ai fait mes premiers jeux sous Android et je les ai distribués directement. Alors j'ai dû travailler après parce que je gagnais pas d'argent évidemment avec ces premiers jeux. Mais est-ce que c'est pas un premier pas justement quand on est étudiant? Là dans la salle on a vu qu'il y a beaucoup d'étudiants. Est-ce que c'est pas un premier pas de commencer à se faire les dents sur des projets indépendants qui sont pas du tout dans une optique de devenir millionnaire, qui sont plutôt dans une optique d'avoir des compétences qui se construisent, et après d'aller travailler, soit de montrer les compétences qu'on a pour aller travailler dans une boîte, soit pour directement être freelance, tout en restant indépendant. Et donc ma question pour vous, si vous avez une idée, c'est comment on fait, est-ce que c'est possible de rester indépendant et de continuer à travailler, même quand on a réussi, de continuer à travailler sur des projets indépendants? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est facile? Non, bien sûr. Comme tu le dis, effectivement, il y a des étapes nécessaires qui consistent à terminer un premier jet, à publier, etc., pour se faire les dents au niveau technique, tout simplement. Après, devenir indépendant, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est malheureusement, d'une manière ou d'une autre, devenir entrepreneur. Et quand on est créateur, qu'on est artiste, on n'est pas forcément entrepreneur dans l'art. Mais bon, voilà, ça s'apprend. Hein. Quand je vois un mec qui est capable de coder un memory manager en C#, les mains dans le dos, je lui dis, toi, tu es capable de devenir entrepreneur aussi. C'est pas forcément plus compliqué. Encore que. Mais simplement, il faut s'y préparer et pas se dire, allez, je vais faire un jeu, puis on verra ce qui se passera. Ça, ça marche. C'est naïf comme point de vue, malheureusement. Ok, donc quand on est étudiant, il faut
Il faut réaliser, se réveiller et se dire mince, il faut travailler. Il y a de plus en plus de formations parmi les grandes formations, en tout cas de celles que je connais à Paris, qui sont les formations sur 4 ans, sur 5 ans, un master, deuxième cycle, etc., qui la dernière année proposent des formations en entrepreneurship, en business, en com, etc., qui permettent déjà d'avoir un petit tour d'horizon, un peu de savoir qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi une boîte, c'est quoi une structure, c'est quoi des charges sociales, etc., comment est-ce que je lève des financements, et qui permettent d'un peu de se préparer au truc. Après, c'est qu'un début, c'est qu'une première étape, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme le disait Malik tout à l'heure, la meilleure chose à faire encore, c'est simplement de s'entourer, d'avoir des gens autour de toi qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent vous conseiller. On ne peut pas se lancer tout seul. Enfin, on peut. Il y en a qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes. Ok, merci. Alors du coup, je vois qu'on est un peu pressé par le temps. Alors on va prendre juste une dernière question et après un dernier sujet sur ce thème et après on va passer aux questions du public. Donc préparez vos petites questions si vous en avez. Alors ma dernière question c'est donc tout le monde peut créer des jeux vidéo. Il y a un apprentissage de l'entrepreneuriat quand on veut être sérieux et faire de l'argent, des bénéfices parce qu'après derrière il y a les impôts, il y a l'État qui passe. Alors maintenant, comment on fait pour être visible? Comment on fait pour se démarquer du reste, des développeurs indépendants ou des développeurs même qui sont comme King et Supercell, des développeurs moins indépendants mais qui occupent le même espace que vous? Non, alors, chercher à faire concurrence à King, Supercell ou Rovio, déjà, faut oublier. Hein. Tout le monde ne peut pas se payer Maria Carré pour faire une pub sur TF1 à 20h. Ça, c'est juste pas possible. Si c'est ta cousine, ça va? Non, ma cousine, elle passerait pas. Non, okay. Vraiment pas. Mais non, faut pas partir sur ce genre d'optique. Il y a pas mal de biais de communication aujourd'hui. Il y en a plein, faut les connaître. Faire de la com, faire du développement, c'est quand même deux métiers assez différents. Hein. Moi, j'ai travaillé chez un éditeur, j'ai travaillé chez un développeur, j'ai tout fait. C'est quand même deux choses très très différentes. Et là aussi, ça fait appel à des compétences différentes. Alors, on peut, en tant que développeur, faire sa pub sur Twitter, faire sa pub sur un forum, sur TIG Source, etc. C'est quand même pas si simple. Et surtout, ça demande tout simplement beaucoup de boulot, beaucoup de temps. Et quand on est déjà à 12 heures par jour à coder sur Unity, à faire ses meshes, ses textures, etc., au bout d'un moment, les journées elles font que 24 heures et on ne peut pas tout faire. Donc là aussi, c'est bien, encore une fois, de faire appel à des gens qui s'y connaissent et qui peuvent épauler, quoi. C'est faisable, mais on ne peut pas tout faire tout le temps, toute la journée, quoi. Ok. Ensuite, Malik? Alors, nous dans le business, on dit une chose, on dit une phrase à nos membres. On leur dit que quand vous faites un jeu vidéo, vous avez 3 solutions. C'est soit vous faites mieux que ce qui existe, soit vous faites différent, ou soit tu meurs. Ça, c'est une phrase dans le business qu'on connaît. Et on voit que les jeux qui sortent, c'est soit une réplique d'une réplique d'un jeu qui est déjà sorti. Et en fait, comment vous allez vous démarquer? Là, dans la salle, aucune personne ne va pouvoir vous répondre, tout simplement parce que depuis quelques années, les règles ont changé. Il y a 10 ans, il y avait des règles. Il y avait des magasins, il y avait des boutiques, il y avait une distribution qui était donnée à certains éditeurs, donc les calculs étaient faisables. Aujourd'hui, c'est mort, ça. Les règles ont changé. Personne ne sait encore comment se démarquer, si ce n'est avoir du budget marketing et de se faire voir plus que son voisin. Ça, c'est simple. Mais comment se démarquer vraiment, on ne sait pas. Je pense que toutes les possibilités de se démarquer, il y en a tellement, et comme les règles ont changé, va falloir inventer des nouvelles règles. C'est un peu comme la musique. La musique, il y a 10 ans, elle s'est écroulée, et ils n'ont pas vu arriver... et nous aussi, on n'a pas vu arriver le smartphone, on n'a pas vu arriver le numérique. Et ils ont mis à peu près 10 ans à comprendre le nouveau modèle économique qui est le streaming. Ils ont mis 10 ans, ça y est, enfin ils commencent à gagner un peu d'argent, ils ont mis du temps. Et bien chez nous, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a trop de règles, c'est à gauche, à droite, comme ça, on ne sait pas. Mais dans les années à venir, on va comprendre que voilà, c'est de cette manière, de cette manière. Mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question, comment se démarquer. On pousse juste à nos développeurs de faire... cette phrase, des jeux soit meilleurs, soit différents, ou soit le fait pas. Ça sert à rien. Et puis comment se démarquer? Soit vous avez du budget et vous faites une agence de marketing, ou soit vous n'avez pas de budget et puis encore bonne chance. Ok, donc Claire, est-ce que dans ton association, il y a justement des gens qui font du marketing pour t'aider? Alors, au nom de l'association, oui, un peu, mais surtout, l'idée, en fait, c'est que l'association est là pour donc Frag est là pour mettre en relation, pour que les freelances se rencontrent entre eux. Et on voit l'émergence depuis à peu près 2 ans et demi maintenant d'un certain nombre de personnes qui se mettent en indépendants
pour faire du marketing sur les jeux vidéo. Donc ça compte des community managers, mais c'est aussi du coup ce qu'on appelle, un peu pompeusement, des chefs de produits, c'est-à-dire des gens qui vont avoir aussi des contacts. Alors si on parle du mobile, chez Google, chez Apple, parce que si vous voulez aller sur le marché mobile, c'est impératif d'avoir, on va dire, des contacts chez eux, mais aussi éventuellement des contacts chez Square Enix pour aller faire un Square Enix Collective, ou chez Steam. Enfin, ça dépend vraiment de la plateforme sur laquelle vous voulez aller. Et donc, en fait, je pense que l'une des réponses pour essayer de sortir du lot, c'est sachez vous entourer des bonnes personnes, discutez beaucoup avec des gens. Restez pas tout seul dans votre coin, ça c'est quand même quelque chose de très très important. Et aussi apprenez à parler de votre projet en public, parce que c'est quelque chose de. Tous ceux qui sont dans les écoles à l'heure actuelle, on vous l'a déjà dit et redit. Dans les développeurs qui sont ici dans la salle, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, mais si un jour vous voulez faire en sorte que votre jeu sorte du lot, justement, il faut absolument que vous appreniez à parler en public et à parler de votre jeu, parce que c'est quelque chose. C'est la première porte d'entrée que vous allez avoir pour faire connaître votre jeu, en fait. J'ai un développeur, là, tout à l'heure, il m'a montré son jeu. Il m'a dit, regarde, Malik, mon jeu, il va marcher. Mon dragon, il est plus beau que l'autre dragon d'un autre jeu. Ça m'a fait rire. Excuse-moi, Claire, mais... Et du coup, en fait, il faut. C'est un bon exemple. En fait, c'est un bon exemple parce que du coup, ce que votre interlocuteur attend, c'est de savoir pourquoi est-ce que votre dragon, il est plus beau. Pas qu'il est plus beau, ou pourquoi est-ce qu'il est différenciant. Et en fait, il faut vraiment apprendre à faire ça. Alors, comme je vous disais, si vous vous sentez pas capable de le faire, entourez-vous de gens qui savent le faire, soit des indépendants qui vont vous accompagner sur votre projet, mais ça coûte un peu de sous, je vous cache pas. Si vous avez la chance d'avoir des amis qui font ça, profitez de vos amis. Sinon, l'autre solution, c'est si jamais vous n'avez pas ces personnes-là dans votre réseau, c'est quand même de contacter un éditeur. Certes, il vous prendra une part du gâteau potentiel que vous allez pouvoir gagner, mais ça vous permettra peut-être de faire en sorte que votre jeu soit connu. Donc, y a beaucoup d'indépendants qui sont un peu réfractaires au fait d'aller discuter avec des éditeurs, mais je pense qu'il faut vraiment pas fermer cette porte-là non plus pour essayer de maximiser ses chances, en fait. Plus, c'est ce que j'allais dire, justement, il y a des éditeurs indépendants qui existent. Donc, pour ma part, je connais Plugin Digital, Player2 en France, Playdigious qui vient d'être formé par les anciens de Dotemu. Et à l'étranger, le plus connu, je pense, c'est Devolver Digital qui a fait Hotline Miami et beaucoup d'autres jeux indépendants, Broforce, etc. Et donc, moi, mon conseil pour que vous différenciez, ça serait de tester le plus rapidement, justement, votre concept, que ce soit visuel, de le montrer pas forcément que à vos amis, mais même à des gens. Payer une pub Facebook 50 € et voir si les gens y cliquent dessus, juste pour voir si le visuel plaît. Ensuite, il y a plein d'autres choses à prévoir pour justement vérifier que ça fonctionne. La data, c'est important, mais surtout, c'est que votre jeu soit fun. Et si le YouTuber, si le journaliste, si vous, quand vous jouez à votre jeu, vous trouvez que c'est pas fun, c'est mort. Il faut arrêter tout de suite. Et il faut trouver des surprises, des choses qui vont faire que votre jeu, non seulement il est bien, mais en plus on a envie de le partager. Moi, j'ai envie d'en parler autour de moi et j'ai envie de dire waouh, ce jeu-là, qu'est-ce qui m'a fait marrer, ou alors waouh, qu'est-ce qui m'a fait peur. Et du coup, je vais faire une vidéo YouTube là-dessus, etc., etc. Et après, ça décolle. Et évidemment, si vous ne faites pas des jeux qui sont faits pour aller sur YouTube, il faut trouver d'autres moyens d'être visible. Et donc, c'est un peu de l'alchimie aujourd'hui. Il n'y a pas une véritable science. On est en train de voir un peu les websites qui vous expliquent qu'il faut faire de l'acquisition, de la rétention, de la monétisation. Et finalement, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui viennent du web, qui sont reprises dans les free-to-play, puisque c'est un peu pareil. Et en fin de compte, on se rend compte dans l'industrie aujourd'hui que maintenant, si on n'a pas de qualité, alors ça sert à rien d'essayer de crier sur le toit qu'on a le meilleur jeu. Il faut que ça soit fun et il faut que tout le monde ait envie d'en parler. Donc voilà, on va vous laisser réfléchir à ça et on va prendre 2-3 questions. Même pas. 0. Non, je rigole. Levez la main un peu plus haut, s'il vous plaît. Alors, effectivement, voilà, je vais vas-y, ouais, on commence me balader avec le micro. Tout de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Patrice Talence. Donc, j'ai bien écouté ce que vous disiez
concernant le fait que les développeurs sont des artistes. Alors moi, je suis pas développeur, hein. Je peux que vous rejoindre sur le point qu'il faut être encadré, puisque c'est mon métier, j'encadre les entrepreneurs. Mais par contre, pour moi, un entrepreneur, c'est aussi un créatif, et ça se retrouve un petit peu dans ce que vous avez présenté au niveau des développeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ce côté créatif, justement, peut les aider à trouver des solutions peut-être auxquelles on n'aurait pas encore pensé pour monétiser leur jeu? Bien sûr, alors qui veut répondre? Alors oui, être entrepreneur, c'est être artiste. Je rejoins ce que tu dis. Et nous, on part dans un délire. On pense que les gens qui jouent aux jeux vidéo pendant des années, leur but, c'était de trouver des solutions dans le jeu vidéo. Et on se dit qu'en devenant entrepreneur, ils vont aussi avoir cette créativité à trouver des solutions à tous les problèmes que vous allez rencontrer. Parce que devenir entrepreneur, c'est résoudre des problèmes tous les jours et d'avancer. Et effectivement, vous avez cet avantage d'être créatif. Et trouver des solutions à des problèmes, la meilleure façon, c'est d'être créatif. Donc oui, je suis d'accord. Je pense que les créateurs de jeux vidéo ont une petite avance comparée à d'autres qui veulent se lancer entrepreneurs et qui ont un manque de créativité totale. Je pense que la portée du rêve est plus proche qu'elle ne l'a jamais été à cause justement de tous ces outils qui sont facilement accessibles. Mais la portée du rêve, pour beaucoup de gens, c'est se dire on va faire un jeu et on va gagner des sous avec. Et on va faire un jeu, il est bien là, on va gagner des sous avec, et ben ça c'est beaucoup moins vrai. Il y a de plus en plus de joueurs, il faut juste se rendre compte à l'heure actuelle. Alors, moi je connais mieux le marché mobile, donc je vais parler de ce que je connais le mieux. Sur le marché mobile, à l'heure actuelle, il y a 95% des jeux qui gagnent moins de 500 euros par mois, par an, excusez-moi, qui génèrent moins de 500 euros. Autant vous dire que ce qu'on appelle la lifetime value d'un jeu sur mobile, c'est-à-dire la durée de vie du jeu, est en règle générale de moins de 2 mois. C'est-à-dire que grosso modo, en 2 mois, il faut que vous ayez rentabilisé, si on est dans une logique commerciale, l'investissement que vous aviez fait sur votre jeu. Alors, il y a des moyens qui vous permettent de faire en sorte que votre jeu dure plus longtemps. Mais le fait est que si jamais vous avez passé... je sais pas moi, 3 ans à développer votre jeu, vous y avez passé toutes vos soirées, tous vos week-ends par passion, que vous vous êtes dit, ouais non mais là je tiens un super concept, que vous lancez votre jeu et qu'au final, au bout d'1 an, vous avez gagné 500 euros au mieux, et c'est-à-dire que, et encore, il y a une partie c'est vos amis, et que vous avez eu, on va dire 200 téléchargements, et je suis gentille, et en plus vous avez fait traduire par des copains en anglais pour pouvoir mettre sur le marché international, etc. C'est quand même extrêmement déceptif. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se jeter à l'eau, mais pour moi, l'indie-apocalypse, en fait, elle est là. Elle est dans la profusion de jeux qui existent, avec des choses très intéressantes qui n'arrivent pas à sortir du lot, et des choses d'un certain nombre de personnes qui ont fait des choses dans leur coin, parce que ça leur faisait plaisir, qui sont au même niveau en fait dans les stores, ce qui fait que c'est ingrat en fait. Il faut être conscient que c'est ingrat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire par passion, mais il faut être conscient que c'est ingrat et difficile. Ok, merci à tous. Je crois qu'on peut applaudir le panel oui, et passer à la suite.